dernière fois, hein, ce qu'est une expérience aléatoire, ce qu'est un univers, un événement, et puis la définition d'une proba. Bien sûr, on a tout traité dans le cas où oméga est fini. On va essayer de généraliser ça pour le cas des oméga infinis, dénombrables ou pas. C'est l'objet de la section 2. Et enfin, je vais parler de probabilité conditionnelle et son rôle pour vérifier l'indépendance d'événements. Bon, alors une expérience aléatoire, c'est quoi? C'est tout simplement une suite d'actions dont il est impossible de prévoir son résultat. Et pour la modéliser, on a besoin de trois choses. D'abord, l'univers des possibles. Donc l'univers des possibles peut être fini, comme les trois premiers exemples, lancé d'une pièce de monnaie, d'un dé ou de 2 dés. Il peut aussi être infini, mais à moins indénombrable, comme le nombre de bits erronés. Hein. L'univers ici, c'est n. Quand je dis dénombrable, ça veut dire qu'on peut énumérer n ou z. C'est comme n ou z. Ou bien, comme dans l'exemple traité la dernière fois, lancer l'exemple de la fléchette. Vous voyez, on avait un oméga qui est à caractère continu. Hein. C'est un sous-ensemble de R2. Bon, aussi, on a besoin de définir les événements. Oui, un événement généralement décrit par des phrases écrites en français. Hein. Et on s'aperçoit qu'un événement, au final, c'est quoi? C'est un sous-ensemble de oméga, ou un élément de P de oméga. Et dire qu'un ensemble, un événement est réalisé, c'est dire que le oméga, un élément arbitraire d'oméga, un événement possible, une éventualité, est dans A. Donc j'ai oméga, j'ai P de oméga, je peux alors définir une probabilité. Une probabilité, c'est quoi? C'est une attribution de valeur dans 0, 1, et qui mesure les chances de réalisation d'un événement donné. Alors cette application, elle doit vérifier deux axiomes. Ils portent le nom on les appelle les axiomes de Kolmogorov. Deux axiomes, à savoir donc P de oméga, la masse totale, il faut qu'elle soit égale à 1, et puis l'additivité à deux événements incompatibles, P de A union B égale P de A plus P de B. Avec seulement ces deux axiomes, on peut retrouver les propriétés qu'on connaît depuis le terminal et même avant, hein, comme P de A union B, donc en général, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B, P de l'événement contraire, P de A bar, c'est 1 moins P de A, P du vide égale à 0, et d'autres propriétés. Le problème, c'est qu'avec cette probabilité, d'abord, elle est définie, remarquez qu'elle est définie sur oméga, sur un univers fini, donc ici on travaille sur P de oméga, et donc il faut la généraliser au cas où oméga est infini, du moins indénombrable. C'est l'objet de la section 2. Et puis, cette définition, comme vous voyez, elle est abstraite. Donc, je n'ai pas une valeur numérique qui permet de mesurer les chances de réalisation d'un ensemble A. C'est une définition toute abstraite. N'importe quelle application définie sur oméga, qui vérifie ces deux axiomes, on l'appelle probabilité. Donc, le but, c'est de trouver la question qu'on se pose, comment trouver justement une probabilité de manière plus concrète. Eh bien, je vais traiter ça dans des cas simples. Dans le cas où on a, par exemple, l'équiprobabilité. D'abord, pour construire une telle probabilité, la manière la plus intuitive et la plus simple, c'est de définir les probas élémentaires de chaque élément, chaque point oméga de grand oméga. Donc, et comme A est un sous-ensemble de oméga, qui contient un certain nombre de petits oméga, et je compte les probas élémentaires, et je somme, j'obtiens P de A. D'accord, le problème se pose toujours, hein, comment trouver ce P de P indice petit oméga. Quand on est en situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire quand on nous dit on tire au hasard, ou tirer une boule, les boules sont indiscernables au toucher, une pièce de monnaie qui est équilibrée, autre chose, c'est-à-dire on dit qu'on est en situation d'équiprobabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les événements élémentaires ont les mêmes chances d'être réalisés. Et donc là, on peut choisir la probabilité uniforme. Alors, c'est quoi la probabilité uniforme? En fait,
on attribue à tous les P oméga la même valeur. Donc imaginez qu'oméga contient n éléments, dans le cas fini toujours. Donc au total, j'ai n éléments, n points, n réels, égaux. Donc chaque oméga, chaque singleton oméga, chaque événement élémentaire est de probabilité 1 sur cardinal de oméga. Puis je somme pour trouver P de A. P de oméga sommé sur A, j'ai cardinal de A élément, cardinal de A oméga, ça fait un total de cardinal de A fois cardinal de oméga, la formule qu'on connaît depuis la terminale. Si ce n'est pas le cas, si on connaît peu d'informations sur la probabilité, admettons qu'on n'est pas, par exemple, en situation d'équiprobabilité, on peut s'inspirer, on fait des stats en fait, on peut s'inspirer des fréquences, comment on appelle ça, des fréquences empiriques, voilà, donc l'expérience, on l'a refait plusieurs fois, à plusieurs reprises, et on sait de trouver le nombre de réalisations de A, et que l'on divise par le nombre d'expériences. Évidemment, plus le n est grand, plus le modèle est proche du réel, hein, et fidèle à l'expérience qu'on fait. Bon. Alors, le but, c'est donc de généraliser au cas où l'univers oméga est infini. Quand c'est infini, on est incapable de définir une probabilité comme la probabilité uniforme, par exemple. Impossible de la définir sur de tels ensembles. On va traiter un exemple sur ça. Alors, donc, le but de cette section est de généraliser aussi bien la définition de la probabilité P, qu'on a définie dans le cas oméga est fini, et aussi la famille P de oméga, la famille d'événements qui est trop grosse. Voici un exemple. Considérons le jeu de pile ou face infini. On prend une pièce de monnaie équilibrée, hein, et qu'on lance indéfiniment. Bon, impossible à réaliser, hein, on fait une expérience un nombre infini de fois, mais traitons le cas de manière théorique. Hein. Donc le oméga ici, c'est l'ensemble pile ou face élevé à la puissance n, un nombre entier. Donc le P de oméga ici, il est trop gros. Donc l'idée, c'est de commencer par remplacer déjà ce P de oméga par autre chose, une partie qui est formée par des événements hein, de oméga, mais qui est plus petite au sens de l'inclusion, hein, plus petite que P de oméga. C'est-à-dire une famille, si vous voulez, réduite aux événements qu'on décide réalisables. Hein. Il y a des événements qu'on ne les voit jamais. Hein. Donc, que doit vérifier elle doit obéir à certaines propriétés. Pour cet exemple, on va pour le moment admettre l'existence d'un tel espace probabilisable. On suppose que A est construit, hein, qui modélise cette expérience, de sorte qu'on puisse définir l'événement où on n'obtient jamais pile. Imaginez, on lance un nombre infini de fois une pièce de monnaie et qu'on n'obtient jamais. On s'intéresse à l'événement, on n'obtient jamais pile. Alors, le but, c'est quoi? Donner une valeur à P de A. C'est quoi P de A? La probabilité que A soit réalisée. Bon, alors l'idée c'est quoi? C'est de tronquer, imaginer l'expérience imaginez qu'on répète l'expérience n fois seulement. C'est un peu comme pour les séries. Hein. Pour étudier la nature d'une série, on tronque, on regarde la somme partielle jusqu'à n, et puis on essaie de faire tendre n vers l'infini, voir ce qui se passe pour la somme partielle, puis faire tendre un n vers l'infini. C'est un peu ça. C'est un peu dans cet esprit-là. Donc je tronque, j'imagine donc que je répète l'expérience n fois, et je regarde ce qui se passe. Donc je vais essayer de calculer P de AN, et puis faire tendre n vers l'infini. Ne jamais obtenir pile lorsque les n premiers lancés, ne jamais obtenir pile lors des n premiers lancés. Si j'en place n par infini, imaginez A infini, c'est un peu notre ensemble A en question. Hein. Donc, alors, A, on peut le réécrire donc comme l'intersection des AN. Remarquez que les AN forment une suite d'événements décroissants. AN plus 1 est inclus dans n. Donc les AN sont plus n est grand, plus les AN sont petits de taille. Donc la première question qui se pose, est-ce qu'une telle intersection, qui est censée être infinie, hein, est-ce qu'elle appartient à A? Donc il faut que A vérifie une certaine stabilité, oui, par rapport à l'intersection infinie, et aussi bien pour la réunion infinie. Imaginez qu'on traite
l'événement contraire. Donc j'ai besoin de la réunion infinie. Ça, c'est la première contrainte. Puis 2. Donc l'idée, c'est de calculer P de n, puis passer à la limite. Ici, P de n, c'est quoi? C'est obtenir, ne jamais obtenir de pi, donc n'obtenir que des faces. J'ai face, face, face n fois. Et la probabilité d'obtenir une face, c'est 1,5 répété n fois, ça fait 1,5 à la puissance n. Et on fait tendre n vers l'infini, et ça donne 0. Alors le rapport, donc c'est quoi P de A? Eh bien, il est naturel de dire que ce 0, c'est en fait notre probabilité, la probabilité qu'on cherche à calculer, P de A. Et donc, il est légitime de poser, enfin légitime, naturel, disons, d'écrire que P de l'intersection des n, puisque A c'est l'intersection des n, c'est 0, et 0, c'est notre limite ici. Alors ici, il y a un passage qui n'est pas du tout justifié. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus, parce que c'est très compliqué. C'est trop technique, c'est très compliqué. Ben, en gros, cette égalité, elle est due à la continuité décroissante. Et pour prouver aussi cette égalité, on a besoin de ce qu'on appelle l'additivité dénombrable, c'est-à-dire P de la réunion dénombrable égale la somme des probas. Donc, pour le développement des démonstrations, il me faut au moins 2-3 diapos. Hein, et ça ne sert absolument à rien. Donc, en gros, ce qu'on veut, c'est une famille réduite, beaucoup plus petite que P de oméga, qui sera notre ensemble d'événements, qui soit stable par intersection dénombrable ou réunion dénombrable. Et puis après, on va définir une probabilité là-dessus, donc sur oméga A. Et cette probabilité, elle doit vérifier justement l'additivité dénombrable. C'est la généralisation du deuxième axiome de la probabilité. Au lieu de P A union B égale P de A plus P de B si A inter B égale le vide, on va écrire plutôt P de la réunion infinie des AN égale la somme des P de AN. Voilà. D'où l'intérêt d'introduire justement l'attribut des événements. Alors, je reviens donc à la définition d'une tribu. On l'appelle aussi sigma algèbre. C'est le terme le plus utilisé en théorie d'intégration. C'est quoi? C'est une famille d'événements, une famille d'ensemble ou de parties d'oméga, qui vérifie les 3 axiomes suivants. Le oméga, naturellement, est un événement, donc il appartient à A. Stable par passage au complémentaire. Si A est un événement, alors son complémentaire est aussi dans A. Et puis, et surtout, hein, le 3e axiome, l'additivité, la stabilité par réunion infinie. Donc, une tribu, c'est quoi? Contient le oméga, stable par passage au complémentaire et stable par réunion dénombrable. On dit qu'oméga A est un espace probabilisable. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, alors A, il remplace, il joue le rôle de P de oméga. En fait, on préfère mettre A à la place, A ronde à la place de P de oméga, travailler avec une tribu et non pas avec tout le P de oméga. C'est pour, et surtout, on l'utilise pour traiter les cas où oméga est gros, hein, ou à caractère infini, dénombrable infini. Des exemples rapidement, exemples de tribus. La tribu grossière, c'est la seule tribu à 2 éléments qui contient le vide de l'oméga. Aussi, on a la tribu triviale, celle qu'on connaît et celle qu'on utilise le plus souvent, surtout quand l'oméga est fini. Et puis, la plus petite tribu engendrée par A, elle est formée par le vide de l'oméga et A et son complémentaire. Voilà. Ne vous inquiétez pas, dans la pratique, on ne va pas vous demander de construire une tribu ou de vérifier qu'un ensemble de données forme une tribu. On admet en fait son existence et on se concentre plus, on est plus concentré sur le calcul de probabilité. Bien sûr, vous allez me dire, je ne vois pas le vide, on ne voit pas l'intersection dénombrable. Eh bien, toutes ces propriétés en découlent. Si j'ai le oméga dans A, donc son complémentaire est dans A. Aussi, ça marche pour 2 ensembles. Si A et B sont dans A, alors la réunion de 2 événements est encore un événement, l'élément de la tribu, aussi stable par intersection de 2 éléments, et puis la différence de 2 événements. Et comme elle est stable par réunion infinie, excusez-moi, ça marche aussi pour les intersections dénombrables.
preuve rapide. Alors le vide est dans A, pourquoi? Parce que le complémentaire de A de oméga, parce que le vide c'est tout simplement le contraire de A, d'après l'axiome 2, donc le vide en tant que complémentaire il appartient à A. Pour le deuxième, ah oui, pourquoi A union B est aussi un élément de l'attribut, c'est stable par réunion de deux événements. Je sais qu'elle est stable par réunion dénombrable, donc je prends A0 égale A, je forme ma suite, en fait, je construis ma suite, A1 égale B, et tous les autres, ils prennent le vide. Donc les AN ici sont dans A, par hypothèse, oui, A, B, le vide sont dans A. Et puis la réunion, on peut l'écrire aussi comme réunion dénombrable, Rn, et donc ça reste dans A. Pour les autres, pareil, il suffit d'écrire A inter B, je peux le voir comme... je mets double barre en fait par-dessus, et ça fait A bar, union B bar, le tout bar. Alors A appartient à A, donc son complémentaire, B appartient à A, donc son complémentaire. La réunion des deux est dans A, puisqu'on a montré que A union B est dans A, et puis son complémentaire est dans A. Et pour A moins B, il suffit de l'écrire A inter B bar. Pareil pour le point 3, il suffit d'écrire intersection comme le complémentaire de la réunion des événements contraires. Bien sûr, dans A. Encore deux autres notions sur les événements. Oui, on dit que deux événements sont incompatibles lorsque l'intersection est vide. C'est une notion qui est liée, attention, elle est liée à A. Ça n'a aucun rapport avec la probabilité ici. Et puis on peut... et puis on a ce qu'on appelle un système complet d'événements. Des fois, on a besoin, pour calculer des probas, on a besoin de partitionner le oméga, donc, ou un système complet d'événements. C'est quoi en gros? C'est une famille d'événements qui s'exclut de A2, deux A2 incompatibles, dont la réunion forme oméga. Par exemple, la famille A et A bar, ça forme bien un système complet d'événements. Des fois, pour calculer l'événement d'un événement, la probabilité de l'événement B, on conditionne par suivant cette partition, suivant A et suivant A bar. Si on tire une carte dans un jeu de cartes, de 32 cartes, comme la belote par exemple, vous savez qu'on a quatre enseignes, les carreaux, le trèfle, le cœur et le pique. Et on forme ainsi un système complet d'événements. Alors maintenant, une fois l'espace probabilisable est défini, on peut définir donc une probabilité là-dessus. C'est quoi? C'est pratiquement la même chose. C'est une application qui va, au lieu de P d'oméga, G l'attribut, m'attribue A valeur de 0,1, qui vérifie les axiomes. Le premier, toujours le même, la masse totale vaut 1. Et puis, si j'ai une suite d'événements de A, deux Z incompatibles, alors c'est celle qui remplace P de A union B égale P de A union B. P de la réunion dénombrable d'N égale la somme infinie ici de P de N. Remarquez que cette égalité nous dit que la série numérique ici formée par le P de N est convergente ici. Une fois définie, on dit qu'on a un espace probabilisé. Voilà. Alors les propriétés qui en découlent, P du vide égale à 0. Si j'ai deux événements incompatibles, la réunion, donc P de A union, à partir de cette propriété du deuxième axiome, on va en déduire que P de A union B, pour deux événements seulement, s'ils sont incompatibles, alors P de A union B, c'est P de A plus P de B, et les autres propriétés, P de A bar, A moins P de A, si A est inclus dans B, alors P de A est plus petite que P de B, et puis si j'ai deux événements quelconques, pas forcément incompatibles, alors je rajoute la différence P de moins P de A inter B. Preuve rapide, pour les deux premiers points au moins. Pourquoi P du vide égale à 0? Ne me dites pas parce que P de oméga bar égale à 1 moins P de oméga, non. Je suppose que le point 3 n'est pas encore démontré. Donc, je suppose que tous les AN sont vides. Donc les AN sont 2 Z2 incompatibles. J'applique le point 2. Oui, c'est une suite d'événements. 2 Z2 incompatibles. Je peux appliquer le point 2 qui dit que P de la réunion dénombrable égale à la somme des probas. Donc, et puis l'axiome 2, il donne la convergence de la série. Donc j'ai le droit d'écrire
P de la réunion égale la somme des P de n. Mais la suite ici, P de n, c'est P du vide. Et c'est toujours une constante. Alors, imaginez une constante qui donne toujours... non, la série converge. La série converge. J'ai une somme de nombres réels, du même nombre réel. Imaginons, c'est alpha, positif ou nul, somme, et qui converge. Donc, ça ne peut pas être ni un, ni un demi, ni un tiers, ni un quart. À peine je prends une valeur supérieure stricte à 0, la somme infinie, ça va donner quoi? L'infini. Donc la série converge, donc forcément, nécessairement, P du vide égale 0. Pour la deuxième propriété, il suffit d'appliquer l'axiome de l'additivité dénombrable au cas de deux événements, A0 égale A, A1 égale B. Pour les autres, je prends le vide. Alors pour les trois derniers, on peut s'inspirer des deux, on peut utiliser les deux premières propriétés. Hein. On fait comme on a fait dans le cas où oméga est fini, avec la première définition des probas. Alors j'ai envie de revenir sur cette histoire de proba uniforme dont on est incapable de construire si on est dans un univers infini dénombrable. Bon, je rappelle donc si oméga est fini et si les singletons sont équiprobables, on a défini la proba uniforme comme cardinal de A sur cardinal de oméga. Alors pourquoi, dans le cas où oméga est dénombrable, infini dénombrable, on ne peut pas définir de telles probabilités? Parce que comme oméga il est dénombrable, donc je peux énumérer ces points. Dans l'oméga, je l'écris ensemble des points oméga n dans n. Et dans ce cas, oméga est la réunion des singletons. Puis je passe, remarquez que les singletons, les oméga n, les événements élémentaires sont 2 à 2, ils forment une suite d'événements 2 à 2 incompatibles. Donc j'applique le deuxième axiome des probabilités, P de oméga, c'est P de la réunion, c'est la somme infinie des probas d'oméga n, qui est égale à 1. Et bien ça veut dire quoi? Somme d'une constante. Admettons que P de oméga n est constante. Hein. Je suppose qu'on a équiprobabilité égale à 1 si impossible. Vous voyez, impossible que les probabilités, impossible d'avoir des probabilités identiques ici. Donc comment on fait donc, si on est dans n, admettons par exemple si l'oméga égale n, on fait comment pour définir une probabilité là-dessus? Voici un exemple. On suppose l'existence d'une probabilité qui a cette forme, c'est sur n plus 1 fois n plus 2. Bon, on va la définir sur np de n, même s'il est gros. Et on va chercher, il nous demande de chercher d'abord le réel c. Donc à une constante près, quelque chose qui ressemble à ça. Donc p de l'entier 0, c'est 1 sur 2. P de l'entier 1, c'est 1 sur, je ne sais plus, 2 fois 3, je crois 6. Et ainsi de suite. Donc on n'a pas les mêmes probabilités. C'est clair, on ne va pas avoir des plus probabilités. Alors on nous demande, dans la première question, de donner la valeur de C, puis après de calculer la probabilité de l'événement être un nombre pair. Alors pour trouver C, je fais quoi? J'utilise le premier axiome d'une proba. Donc, la masse totale est de probabilité égale à 1, donc P de n que j'écris réunion des singletons. Par le deuxième point maintenant, P de la réunion, c'est la somme des probas. Puis j'en place P de n par son expression. Et si la série converge, hein. Voilà, c'est équivalent à C sur N2, hein, de Riemann, convergente, le alpha est plus grand que 2. Voilà, donc j'écris somme des C sur N plus 1, N plus 2, que je décompose en... j'essaie de réécrire cette fraction comme différence télescopique, décomposition télescopique. Et facile à calculer, donc cette somme, c'est 1. Si alpha n 1 sur 1 plus 1 tend vers 0, donc la somme est réduite au premier terme, c'est-à-dire correspondant à n égale 0, c'est-à-dire 1, donc c fois 1. Et par identification, c est donc forcément égal à 1. Bon, d'accord. Question 2, donc on nous demande de calculer la probabilité de l'événement être un nombre pair. Donc intuitivement, on s'attend à ce que l'on trouve quoi? Un demi. N, si on nous demande de faire une partition en n, j'ai les entiers et les entiers pairs et les entiers impairs. Donc on s'attend à ce que l'on trouve un demi. Vérifions cela avec cette probabilité.
Donc, je fais quoi? Donc, j'écris 2n comme réunion des singletons à 2n. Et puis, par l'additivité dénombrable, P de 2n, c'est la somme des... C'est la probabilité de cette réunion, donc c'est la somme, oui, ils sont 2 à 2 incompatibles, donc j'applique le deuxième axiome, c'est la somme des probas. Puis P de 2n, une fois on l'a remplacé par 1, c'est 1 sur, et n je le remplace par 2n. Bon, d'accord. Donc il faut chercher la somme de cette série. Elle ressemble à quelque chose de classique, pas très, très évident. On va essayer d'écrire le terme général d'une autre manière. Et puis le tronquer, on va regarder l'expression sans terme tronqué à n, donc je vais regarder la suite des sons partiels de cette différence télescopique. Donc somme de 1 sur 2n plus 1 moins 1 sur 2n plus 1. Pour moi, c'est d'abord, je décompose cette somme en deux sommes. J'ai somme des 1 sur 2n plus 1 moins somme de 1 sur 2n plus 2. Donc en fait, on est en train d'ajouter, de retrancher des termes de la forme 1 sur p, une fois avec l'entier pair et une fois avec le terme impair. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc c'est une différence de deux sommes. Somme affectée d'infini plus avec les 1 sur p ou p impair. P variant de 1 à 2n plus 1, ce premier terme. Et pour la deuxième somme formée par les 1 sur 2n plus 2, c'est somme de 1 sur p avec p pair et p variant de 2 à 2n plus 2. En fait, on peut les regrouper de nouveau, ces deux sommes, et pas avec 1 sur p, mais avec moins 1 à la puissance p moins 1 sur p. Vous voyez? Et cette somme, on la connaît super bien, c'est la somme harmonique, mais cette fois alternée. Et en C qui converge vers ln de 2. Voilà. Vous pouvez revoir le cours de l'année dernière. On l'a traité même sur Teams, hein, rappelez-vous. En tout cas, c'est une valeur proche de 0,6, je crois, 0,59. Et donc, c'est pas 0,5. Vous voyez, la probabilité d'être un nombre pair, c'est ln de 2. Ben, ça veut dire quoi? C'est un peu contraire. C'est contraire à ce qu'on ressent, à ce qu'on attend, à notre intuition. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les entiers ne naissent pas égaux. Voilà, tout simplement. Bien sûr, il y a d'autres probabilités qu'on peut définir. On peut s'amuser à définir d'autres probabilités hein, sur n. Hein. Mais en tout cas, cette histoire de probabilité uniforme à oublier. Bon. Donc, section 3, la toute dernière. Je vais parler donc de probabilité conditionnelle et puis comment vérifier son rôle, justement, pour vérifier l'indépendance de certains événements. Alors, c'est vrai que des fois dans la pratique, on a besoin de se situer à un niveau intermédiaire. Supposons que on s'intéresse à deux expériences, en fait, ou deux tirages qui se suivent un après l'autre, et qu'on veut déterminer la probabilité de l'expérience A, sachant que qu'un événement A est déjà réalisé. Ou le contraire, oui c'est ça. J'ai A puis B, ou B plus A. Donc je réalise B et puis je réalise A. Donc je vais calculer la probabilité de A, sachant que B est déjà réalisé. Donc cette information supplémentaire, et compte tenu de cette information partielle ou complémentaire, on peut calculer donc la probabilité de A. C'est ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle de A sachant B. La définition, vous la connaissez de toute façon depuis la terminale. P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Ici, il faut faire attention à ce que vous écrivez. Des fois, on note P indice P à la place de P A sachant B. C'est plus correct, je trouve. Parce qu'en écrivant comme ça, on a l'impression que c'est le P qu'on connaît, mais c'est juste une écriture formelle. C'est ce P qu'on a défini sur le oméga. Et puis, le A union B, c'est pas un événement. Hein. Je vous ai dit, c'est juste une notation. P de A sachant B, c'est quoi? C'est P de A inter B sur P de B. Point barre. Après, oui, cette définition, avec ça, oui, ça reste quand même une probabilité.
sur oméga, même si l'espace ambiant n'est pas toujours oméga. En fait, c'est la trace, si vous voulez, de l'attribut sur laquelle on travaille. Vous voyez, c'est compliqué, donc on oublie ça. Juste une petite remarque. Quand on conditionne, en fait, on change d'univers. Et ça permet de calculer la probabilité en question. Des fois, on est obligé de conditionner pour avoir des informations. Si, admettons qu'on est dans un espace oméga, où l'espace fondamental, l'espace des issues possibles, est fini. Donc, je peux travailler avec la probabilité uniforme cardinale P de A inter P, c'est cardinal de A inter B sur cardinal de B, et P de B, cardinal de B sur P de A inter B, c'est cardinal de A inter B sur cardinal de oméga. Pareil pour P de B, cardinal de B sur cardinal de oméga, et je simplifie les cardinals d'oméga par en haut et par en bas. Donc j'ai quoi au final? J'ai cardinal de A inter B sur cardinal de B. C'est un peu comme cardinal de A sur cardinal d'oméga. Vous voyez, en fait, j'ai la même probabilité, mais cette fois sur l'univers B, non pas sur A. Et vous pouvez vérifier avec cette définition de proba conditionnelle, cette application PB est bien une probabilité sur oméga A. Bon, oui, dans la pratique, donc il faut retenir ça. Alors, cette définition, des fois, on l'utilise dans le sens direct, telle qu'elle est. Donc, on veut calculer P de A sachant B. Et des fois, c'est souvent la question la plus posée. Hein, c'est le contraire qu'on cherche à trouver. C'est P de l'intersection. Oui, généralement, P de A inter B est difficile à calculer. Donc, on utilise la définition dans l'autre sens. P de A inter B, c'est P de A sachant B fois P de B. Donc, soit on la calcule dans P de A sachant B, soit on la donne sous forme d'hypothèse. Mais attention, ne pas mélanger, ne pas confondre P de A inter B et P de A sachant B. Deux notions différentes. Alors, quoi d'autre? Oui, on aimerait bien généraliser donc cette dernière égalité. Donc P de A inter B égale P de A sachant B. Alors ça fait quoi si j'ai une intersection d'un nombre plus que 2, hein, nombre n d'événements ou un nombre infini, hein, au moins dénombrable. Alors que devient cette expression? Alors si j'ai une famille d'événements, alors pour calculer P de A1 inter à n, je fais quoi? Ben, je calcule P de A1, puis P de A2 sachant 1, puis après P de A3 sachant, ben, j'ai A1 qui est réalisé et A2. Donc P de A3 sachant A1 inter A2, et puis P de AN sachant A1 inter AN moins 1. Alors, pour l'existence de ces termes, pour la définition de cette égalité, on impose juste que P de A1 inter AN moins 1 est différent de 0. Toutes les autres probas conditionnelles sont définies. Pourquoi? Parce que cette intersection, c'est la plus petite intersection. La plus petite que A1, que A inter A2, que A inter A2 A3. Donc, imaginez des cercles emboîtés. Hein. Donc, la toute dernière partie, la plus petite, c'est cette intersection-là. Donc, l'événement qui l'entoure, celui qui est juste plus gros, est de probabilité supérieure, qui lui est supérieure, donc différent de 0, et ainsi de suite. Et donc, toutes les autres probabilités, je veux dire P de A1 inter A2, elle aussi, elle est non nulle, P de A1 inter A2 inter A3, elle en vide, ainsi de suite, et différentes 0. Bon, alors pour la preuve, facile à démontrer, je remplace, j'utilise la définition de la proba conditionnelle pour chacun de ces termes. P de 1, je laisse tranquille. P de A2, sachant A1, je l'écris P de A1 inter A2 sur P de A1. P de A3, sachant A1 inter A2, c'est P de A3 inter A1 inter A2 sur P de A1 inter A2, ainsi de suite. Et je vois un produit télescopique. Alors P de 1 se simplifie, P de 1 inter A2 se simplifie avec celui d'en bas, et P de A1 inter AN-1 aussi se simplifie. Le seul terme
qui nous reste, c'est P de A1 inter AN, c'est-à-dire le membre de gauche de notre égalité. C'est ce qu'on appelle la formule des probas composés. Petite application. Alors, imaginons donc une urne qui contient une boule noire, 2 boules blanches et 3 boules rouges. Et on s'intéresse à l'expérience suivante. Donc, on extrait les boules une à une sans remise. Quand je dis on extrait les boules une à une sans remise, c'est-à-dire on va extraire toutes les boules. Et on cherche la probabilité P pour que les premiers tirages donnent dans l'ordre, on veut blanc, rouge, rouge. Je répète la question. On cherche la probabilité P pour que les premiers tirages, au total il y a combien de tirages? J'ai 1, 2, 3, 6, donc 6 tirages normalement. Et on veut que au premier tirage, j'ai une boule blanche, au deuxième tirage, j'ai une rouge, et au troisième tirage, j'ai une rouge. Et on s'en fiche du reste. Alors, si j'appelle Rn, le nème tirage apporte une rouge, et Bn, le nème tirage apporte une blanche, j'ai besoin de concrétiser ce qu'on a. Donc, l'événement cherché, au final, c'est... Voici des exemples de tirages, hein, des tirages favorables à ce qu'on veut. Hein. Au premier tirage, j'ai une boule blanche. Deuxième tirage, une rouge, comme on veut. Troisième tirage, une rouge. Pareil pour le deuxième tirage. La deuxième issue aussi, pour le troisième aussi. J'ai toujours blanc, rouge, rouge. Et après, on s'en fiche du reste. Je peux avoir noir, rouge, blanc, ou blanc, rouge, noir, ou autre chose. Il n'y a pas que ça. Alors, oui. Donc, l'événement cherché, c'est quoi? Ou la probabilité à laquelle on s'intéresse, c'est quoi? C'est la probabilité de B1 inter R2 inter R3. C'est ce qu'on veut. On veut une boule blanche au premier tirage et une boule rouge au deuxième tirage et une boule rouge au troisième tirage. Alors, on peut procéder de deux manières, soit par dénombrement ou soit par application de la dernière formule, la formule des probas composés. Si on veut faire du dénombrement, on doit donc, on va donc utiliser la probabilité uniforme. Donc, on suppose qu'on est en situation d'équiprobabilité, et pour cela, on doit distinguer donc les boules qu'on a pour assurer justement cette équiprobabilité. Alors, j'ai deux boules blanches, donc je les indexe. J'ai B1 et B2, et trois boules rouges, donc R1, R2, R3. Le cardinal de oméga ici, j'ai factoriel 6. 6, oui, parce que j'ai 6 positions. On va placer ces 6 boules dans ces places. Donc, on va les permuter, en gros. Voilà. On va permuter ces boules dans ces 6 positions. Au total, donc j'ai un factoriel 6, donc 720 dispositions possibles, ou tirages possibles. Les issues favorables à l'événement B1 inter R2 inter R3. Alors, remarquez ici, j'ai B1, mais j'aurais pu avoir B2 à la place. Ici, j'ai R3, j'aurais pu avoir R1 à la place. Et ainsi de suite. Donc, pour calculer cardinal de A, alors, je fais comment pour trouver cardinal de A? Donc, je me dis, j'ai deux chances pour mettre une boule blanche ici. J'ai deux fois. Alors, trois choix pour la deuxième position. J'ai trois boules rouges. Et n'oubliez pas, les tirages se font sans remise. Donc, une fois, il me reste deux. Et j'ai donc deux choix possibles pour le troisième tirage. Et puis, ce qui nous reste, alors trois boules de couleurs différentes à disposer dans ces trois places, à disposer ou à permuter. Donc, j'ai factoriel 3. Et ça fait un total de, alors, 6 fois 6, 30, 30, n'importe quoi. 2 fois 3, 6, 6 fois 6, 36, fois 2, ça fait 72.
Voilà, 72. Et donc P de A, c'est quoi? C'est cardinal de A sur cardinal de oméga. 720 sur 710, ça nous fait 1/10. Donc la proba cherchée vaut 1/10. Bon, d'accord. Essayons d'appliquer la méthode de, c'est-à-dire la formule, on va appliquer la formule des probas composés. Est-ce plus simple ou plus compliqué? Alors, P de B1 inter de P de A inter B inter C, c'est P de A, c'est P de B1 fois P de B sachant A, donc P de R2 sachant B1 fois P de R3 sachant que B1 et R2 sont réalisés. D'accord. Je rappelle que Rn, c'est le nème tirage apporte une rouge, et Bn, le nème tirage apporte une boule blanche. Donc, c'est quoi P de B1? Donc, avoir une boule rouge au premier tirage, j'ai donc une boule blanche, excusez-moi, au premier tirage. Donc, j'ai 2 chances sur 6. Voilà, c'est un tiers. Donc. Alors, on passe au deuxième tirage. Deuxième tirage, donc la composition de l'urne ici a changé. J'ai 5 boules dans mon urne. Et, donc, P de R2, sachant B1, donc je veux une boule rouge. J'ai 3 chances sur 5. Et après, je veux P de R3, sachant que B1 et R2 sont réalisés, donc B1 et R2, j'ai plus que 4 boules dans mon urne, 2 boules rouges, une noire et une blanche. Je veux un R3, c'est-à-dire encore une fois une boule rouge, j'ai 2 chances sur 4, c'est-à-dire un demi. Après, j'ai qu'à faire le produit des 3, 1 tiers fois 3 cinquièmes fois un demi, et on retrouve la même probabilité, 1/10. Et il est clair que la méthode 2 elle est vachement plus simple que la première. Et encore, la première, il y a des calculs là-dedans, parasites. Hein. On a dénombré ce qu'il y a après les 3, notamment pour les 3 dernières boules. Hein. La permutation factorielle 3, qui sert absolument à rien. Et puis c'est tout. Donc voilà comment appliquer la formule des probas composés. Et en plus, elle est fidèle à l'expérience qu'on a. Bon, oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, pour calculer la probabilité d'un événement, on a partitionner le oméga et calculer les probas des intersections. Donc si j'ai un système complet d'événements, réduit à deux événements, j'ai A et A bar. Alors, pour calculer P de B, je fais quoi? Je calcule donc P de A inter B, puis P de A B inter A bar, et je somme. Les intersections sont difficiles, les probas des intersections sont difficiles à calculer. Donc le mieux, c'est de conditionner par rapport à cette partition, ce système complet d'événements. C'est P de B sachant A plus fois P de A plus P de B sachant A bar fois P de A bar. Pour calculer P de B, je conditionne si j'ai un système complet d'événements et je somme les probas. Vous pouvez faire un diagramme en A pour mettre au clair cette écriture. On peut généraliser ça au cas d'un nombre fini d'événements. J'ai un à n, rien ne change, somme finie, et je remplace P de B inter AI par P de B sachant AI fois P de AI. Alors ça fait quoi si j'ai un système complet d'événements dénombrable, donc infini dénombrable, à la place de cette famille finie, j'ai une famille qui est infinie. L'indice appartient à n, l'indice de la famille. Donc si j'ai un système complet d'événements, je rappelle ce que c'est un système complet d'événements, c'est une famille d'événements 2 à 2 incompatibles, dont la réunion donne oméga. Des fois, on utilise aussi le mot partition. Alors, la seule différence, c'est l'hypothèse suivante. Donc, on suppose que les AN sont non vides. Si les AN sont non vides, on dit qu'on a une partition. SCE, un système complet d'événements, c'est plus général. On s'en fiche s'il y a un des AN ou plusieurs sont vides. Voilà. Et puis, la formule demeure la même. Ça ne change rien. Donc, somme infinie, P de P inter N. Et puis, j'utilise la définition de la proba conditionnelle. C'est P de P sachant N fois P de AN. Alors, comment démontrer ça rapidement? Le oméga, comme j'ai un système complet d'événements, c'est la réunion des AN, la réunion dénombrable, bien entendu. Après, j'injecte, je mets
de chaque côté, B inter oméga, c'est B, et B inter, cette réunion, l'intersection est distributive. Donc, par distributivité, j'ai la réunion des B inter AN. On veut P de B, donc je veux P de la réunion de ça. Donc, là, on a envie d'appliquer l'axiome 2 d'une proba de P. Et donc, pour pouvoir dire que P de la réunion, c'est la somme infinie des probas, il faut s'assurer d'abord que les P inter N, B inter N sont 2 à 2 incompatibles. Et ça, on l'a pourquoi? Comme AN est un système complet d'événements, donc les AN sont 2 à 2 incompatibles, et puis les BAN, B inter N aussi, vont être incompatibles. Sont incompatibles pourquoi? Imaginez, j'ai B inter A1, inter, B inter A2. Donc j'ai B inter A1, inter A2, et A inter A2, c'est le vide. Voilà. Et puis j'applique donc l'additivité dénombrable et j'obtiens ce qu'on veut. Le premier résultat, pour la deuxième égalité, j'ai qu'à appliquer la définition de la probabilité conditionnelle. Voilà. Alors, une application. Je considère donc oui. علاش قلنا كي تبدا الاس سي او هذاك ما فيش معناها ما فيش الفيد ان تكون ديفيرون دو الفيد معناها ريبارتيسيون. Non, appellation, juste pour l'appellation des terminologies, deux terminologies différentes. Pratiquement, c'est la même chose. Mais on dit partition, quand je dis partition, c'est un système complet d'événements, bien entendu. Mais avec une condition supplémentaire. Donc on impose aux AN d'être non vides. Aucun des AN n'est vide. À ce moment-là, on dit que les AN forment une partition. Mais si on n'est pas certain, il se peut qu'un des AN soit vide, un événement qui n'est pas réalisable ou non observable. Dans ce cas, on dit un système complet d'événements, c'est quelque chose de plus général que partition, c'est tout. Mais c'est pratiquement la même chose. D'accord. Voilà. Donc, exemple d'application. J'ai donc une urne qui contient 4 jetons marqués 4. J'ai 4 jetons et sur chacun de ces 4, je vois marqué 4. J'ai ensuite 8 jetons marqués 8 et 20 jetons marqués 20. Donc au total, on a combien? Donc j'ai 20 plus 8, 28 plus 4, 32. Donc mon urne est constituée de 32 jetons. Alors on tire au hasard un jeton et on note son numéro. Donc je peux tirer sur le jeton avec le numéro 4 ou 8 ou 20. Ensuite, on lance un dé honnête à n faces. C'est-à-dire j'ai 3 dés, un dé à 4 faces, donc, ou bien à 8 faces, ou bien à 20 faces. Bon, vous allez me dire à quoi ressemble un dé à 20 faces ou à 8 faces. Voilà la tête des dés à 4 et à 20 faces, à 8 et à 20 faces. Voilà. Celui-là, celui du milieu, c'est un peu comme deux pyramides collées. Hein. Les bases relatives, les bases correspondantes sont collées. Et puis le dé à 20 faces. Ça existe, en tout cas ça existe. Bon, je répète, donc si je tire le jeton numéro 4, donc je vais prendre le dé à 4 faces et j'enchaîne mon expérience. L'expérience qui consiste à quoi? Oui, on lance ensuite un dé, voilà, je choisis un des dés et je lance, et je note le numéro obtenu, et on me demande de trouver la probabilité d'obtenir 1. Donc, le 1, il peut provenir de ce dé ou celui-là. Tout dépend du jeton qu'on va tirer au premier tirage. Appelons donc à n le jeton tiré porte le numéro n, donc j'ai soit A4, le jeton tiré porte le numéro n, le numéro n. Donc j'ai soit 4, soit 8, soit 20. Donc j'ai A4, A8 ou A20. Et B, le dé donne le chiffre 1. Voilà, ce qu'on veut, c'est P de B. Alors, remarquez que j'ai une partition. Donc le but, c'est quoi? C'est d'appliquer la formule des probas totales. Donc il me faut un système complet d'événements. Ici, mon SCE, c'est quoi? C'est A4, A8, A20. Il n'y a que ça. Et ça forme bien une partition. Ou un système complet d'événements. On a donc, alors la formule des probas totales me dit
pour calculer P de B, le 6 peut provenir de ce dé, le dé à 4 faces. Donc P de B sachant A4, sachant qu'on a choisi le D4, fois P de A4. C'est-à-dire qu'on a déjà choisi le dé, le jeton, excusez-moi, le jeton marqué 4, sur lequel est marqué 4. Ou bien obtenir, alors le 1 il provient du dé à 8 faces, sachant qu'on a tiré le jeton marqué dessus 8, ou bien obtenir le 1, ce 1 peut-être il provient du dé à 20 faces, sachant qu'on a choisi le jeton sur lequel est marqué 20. Ça, c'est la formule des probas totales. Alors, P de B, sachant A4, donc obtenir 1, sachant qu'on a tiré, sachant A4. A4, c'est quoi? C'est le jeton 4. Le jeton marqué dessus 4. Donc, en fait, on a choisi le dé à 4 faces. Donc, c'est 1 sur 4 faces. Donc, comment ça, 4? Des cubiques, combien de faces, là, il y a? Donc, pas 4 faces, il y a... pourquoi un 4? 4, un dé cubique. Oh là là, c'est pas un dé à 4 faces, celui-là. Oh là là. Excusez-moi, c'est pas le bon dé ici. En fait, le dé à 4 faces, c'est pyramidal, en fait. Vous voyez, imaginez une pyramide. Oh là là. Une pyramide à 4 faces. Donc, 3 faces, non, un tétraèdre. C'est comme un tétraèdre. Donc, 3 faces. Donc, 1 sur 4. Bon, fois P de A4. P de A4, c'est quoi P de A4? C'est la probabilité, oui, d'avoir choisi le jeton 4. Donc, au total, combien de jetons j'ai? 4 jetons qui portent le numéro 4. Donc, oui, 4 jetons, donc 4 sur 32. 32, c'est la composition de l'urne. J'ai 4 jetons qui portent le numéro 4. Plus, donc suivi de P de B, sachant A8. P de B, toujours obtenir 1, sachant qu'on a choisi le D à 8 faces. C'est celui-là, à 8 faces. Donc 1 sur 8. Suivi de... Alors, on a sachant qu'on a choisi le jeton qui porte numéro 8, donc P de A8, choisi 8, 8 jetons. J'ai 8 sur 32, fois 8 sur 32, plus P de B sachant à 20, c'est-à-dire obtenir 1, sachant qu'on a choisi le D à 20 faces. Donc j'ai 20 faces. La probabilité d'obtenir 1, c'est 1 sur 20, fois, bien sûr, j'ai 20 jetons qui portent le numéro 20, 20, donc 20 sur 32. Et ça fait un total de 3 sur 32. Voilà. Donc la formule des probas totales est facile à appliquer dès qu'on trouve notre système complet d'événements. Et voilà. Alors maintenant, on s'intéresse au problème inverse. Je m'explique. Admettons, on va considérer l'expérience suivante. Considérons ces 3D et que l'on choisit, admettons que l'on choisit un des 3D, on le lance et on note le numéro obtenu. Alors je vais inverser cette question. On ne va pas chercher la probabilité 1. Plutôt, j'obtiens 1, je note le résultat et je me dis qui est le responsable de ce 1, qui est la cause de ce 1. En d'autres termes, on va chercher la probabilité. Donc j'ai le 1 comme résultat, ça y est. Et on veut chercher la probabilité qu'on ait par exemple choisi, qu'on ait choisi le D, celui-là, par exemple celui du milieu, ou celui-là, à 8 faces, ou l'autre. Vous voyez, on veut la cause, la probabilité qu'on ait obtenu 1. La probabilité d'avoir choisi ce D, vous voyez,
sachant que le 1, on l'a déjà. Vous voyez, c'est pour ça qu'on l'appelle la probabilité, celle que je vais énoncer là maintenant, c'est la probabilité, c'est la formule de Bayes, et on l'appelle aussi la probabilité des causes. Donc, la réponse à ma question, c'est la formule de Bayes, qui va nous permettre de répondre à ça. Donc, pour deux événements seulement, on conditionne par rapport à un événement. Si A est un événement tel que P de A est non vide, alors P de A sachant B, sachant qu'on sait calculer, P de B sachant A, mais pas le contraire, P de A sachant B. C'est-à-dire, j'ai un problème, j'ai un tirage, je fais un choix, puis je note le résultat. Et suivant le choix, je connais mon résultat. Non, là, c'est un peu le contraire. C'est le contraire. Je connais le résultat, mais je veux savoir la cause. Vous voyez, donc je veux calculer P de A sachant B. C'est P de B sachant A fois P de A. D'où vient cette formule? Donc j'applique dans un premier temps ma formule de proba, la définition d'une proba conditionnelle. P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Et j'utilise de nouveau cette définition, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire je remplace P de A inter B par, qui est aussi égal à P de B inter A, que je réécris P de B sachant A fois P de A. Vous voyez, donc, pour calculer P de A sachant B, en fait, je conditionne dans l'autre sens et je calcule et j'évalue ce rapport. J'obtiens P de A. Si j'ai un système complet d'événements, hein, je peux le faire pour n'importe quel événement de ce système, P de A n sachant B, c'est P de B sachant n fois P de AN sur P de B, qu'on peut développer par la formule des probas totales. C'est somme de P de B sachant n fois P de AN. Donc rapidement, l'assertion 1 est immédiate à partir de la définition des probas conditionnels. Et quant à la 2, deuxième égalité, c'est la même, sauf que P de B, ici, on développe cette proba grâce à la formule des probas totales. Alors, application. On dispose, imaginez qu'on dispose donc qu'on a deux dés, un dé honnête et un dé pipé. Le premier, il est équilibré. Le deuxième dé, on suppose qu'il est pipé ou truqué, de manière à ce qu'il donne 6 une fois sur 2. Et je suppose que les autres résultats du dé, des deux, sont équiprobables. Donc on choisit un des deux dés au hasard, on le lance, et on obtient un 6. La question qu'on se pose, quelle est la probabilité qu'on ait choisi le dé pipé? Voilà. On ne va pas chercher la probabilité d'obtenir 6. Non, on a obtenu 6, on va chercher la cause. Est-ce qu'on a choisi le dé pipé? Ou la probabilité qu'on ait choisi le dé pipé? C'est le contraire de ce qu'on fait en général. Bon, ben d'accord, on y va. Donc j'appelle P, le lancer du dé donne 6. Et AI, 1, 2, on a choisi le dé, DI. Donc j'ai deux événements, 1, 2. Ça forme donc une partition. Et si j'ai un système complet d'événements, 1, 2, on va conditionner par rapport à ce système, si on veut appliquer une des formules comme la formule de Bayes par exemple. Alors je calcule donc les probas élémentaires de P de 1 et P de A2. Alors P de 1, c'est quoi? C'est choisir le D D1 et P de A2, la probabilité d'avoir choisi ou de choisir le D D2. Alors pourquoi c'est un demi? Parce qu'il y a le mot hasard ici. On choisit un des deux dés au hasard. Donc, a priori, les dés sont indiscernables au toucher. Donc il n'y a pas un choix privilégié par rapport à un autre, donc les probabilités c'est un demi, valent un demi, toutes les deux. Puis les probas conditionnels qu'on peut calculer, c'est P sachant AI ou le contraire. Plutôt AI sachant B. P sachant AI, excusez-moi. Donc on donne 6 sachant qu'on ait choisi, voilà, qu'on ait choisi le D1. Voilà. Donc P de B sachant 1. Donc on a obtenu lancer de D. L'idée donne 6, sachant qu'on a choisi le D1. Alors D1, c'est un D honnête, équilibré, non truqué, ce que vous voulez. Donc il a 6 faces. Donc 1 sur 6. Ça fait 1 sur 6, donc obtenir 6.
1 sur 6. P de B sachant A2. P de B sachant A2, c'est quoi? Alors, obtenir 6, sachant qu'on a choisi, qu'on ait choisi le D, le deuxième D, le D des 2 qui est, lequel est truqué. Hein. Il donne 6 une fois sur 2. Donc la proba vaut 1,5. Bon, alors le but de l'exercice, c'est de trouver, on veut trouver la probabilité qu'on ait choisi le D pi P, c'est-à-dire on veut P2, non pas P sachant A2, mais plutôt A2 sachant B, sachant qu'on a déjà obtenu le 6, c'est P de A2 sachant B, et c'est grâce à la formule de Bayes. On va trouver cette proba. Oui, avec ces données, je peux appliquer ma formule. Donc là-haut, j'inverse cette proba conditionnelle. P de B sachant A2 fois P de A2, en haut, numérateur. Et en bas, je mets P de B, qu'on développe par la formule de proba totale. C'est P de B sachant 1 fois P de 1, plus P de B sachant A2 fois P de A2. Application numérique, P de B sachant A2, 1,5, P de A2, 1,5, P de B sachant 1 sixième, P de 1, 1,5, P de B sachant A2, 1,5, et P de A2, 1,5. Je multiplie, je divise par 4. En bas, j'obtiens quoi 1 tiers, 4 tiers, 3 quarts. Donc, voilà, 3 quarts. Voilà. Donc, au total, on a 3 formules à prendre, à connaître par cœur, et à la formule des probas composés, la formule de Bayes, quoi d'autre? Formule on a les probas conditionnels, aussi on peut dénombrer. Voilà, tous ces outils vont nous permettre de calculer les probas dans la pratique. Revenons donc à la toute première définition de la probabilité conditionnelle. Et cette fois, on va s'intéresser au caractère indépendant des événements. Hein, ça veut dire quoi? Des événements sont indépendants. En gros, ça veut dire que la réalisation d'un événement B n'a pas d'influence sur la réalisation de A. Donc, on peut traduire ça en termes de probabilité conditionnelle. Ça veut dire que P de A, sachant que B est déjà réalisé, c'est P de A tout simplement. Donc, aucune différence avec P de A. Donc, ni une valeur supérieure ni inférieure, je me retrouve avec P de A. Et c'est pareil pour P de B sachant A. C'est P de B. Bon, d'accord, donc la définition qu'on a. Bon, si je remplace P de A sachant B par la formule P de A inter B sur P de B, et bien cela se traduit par une égalité suivante, P de A inter B est tout simplement égal à P de A fois P de B. Alors, ce qui est bien avec cette formule, c'est qu'elle nous prive de supposer que l'une des deux probas est non nulle. Et aussi, elle met en évidence le rôle symétrique joué par A et B. On va dire que A et B sont indépendants, on va dire que B et A aussi sont indépendants. Qu'est-ce que vous allez dire d'autre? Oui. Faites attention à cette notion d'indépendance, elle est liée à la probabilité P. Ça n'a aucun rapport avec l'incompatibilité, qui est une notion liée à l'attribut. Faites très attention à ça, ne pas confondre indépendance et incompatibilité. Et il se peut qu'avec avec une proba donnée, j'ai indépendance d'événements, avec une autre définie sur le même ensemble, le même espace, j'ai pas indépendance. Donc c'est vraiment une notion qui est liée, strictement liée à la probabilité P. Donc cette histoire d'indépendance, elle est des fois c'est une hypothèse, et des fois s'il y a un problème, on cherche à vérifier. Bon, c'est un problème très complexe. Généralement, l'indépendance, on vous la donne sous forme d'hypothèse. Ou sinon, on vous demande tout simplement, le but de l'exercice, c'est ça, de vérifier que la probabilité qu'on vous donne, elle est bien posée, donc l'indépendance est bien vérifiée, si ça colle avec l'intuition. Bon, des fois, pour étudier l'indépendance, des fois, on tombe sur des contradictions, enfin, contradictions avec ce qu'on attend. On va traiter des exemples tout à l'heure.
Mais élançons d'abord une toute petite propriété relative à l'indépendance. Si j'ai deux événements A et B indépendants, alors si je remplace un des deux par son contraire, l'indépendance est conservée. Donc alors A bar et B est indépendant, ou B bar et A est indépendant, ou les deux, A bar et B bar sont indépendants. Facile à prouver. Par symétrie du problème, je vais juste prouver la première assertion, c'est-à-dire si j'ai A et B indépendants, alors forcément A bar et B sont indépendants. Et pour prouver cela, je fais quoi? Je vérifie tout simplement que P de A bar inter B est égal à P de A bar fois P de B. On y va. Donc P de A bar inter B, je peux l'écrire. Alors A bar inter B, alors, imaginez ça c'est A. Ce diagramme, je l'appelle il porte un nom, c'est le diagramme de Venn. Ça c'est A. Oméga, c'est tout l'extérieur, avec l'intérieur bien sûr. Donc A bar, c'est ce blanc. Inter B, donc c'est la zone en bleu foncé, qui est B-A. Donc B-A, je peux l'écrire aussi B, tout B, moins l'intersection A inter B, pour but d'utiliser l'additivité de deux ensembles disjoints, deux événements incompatibles. Je répète, donc A bar inter B, c'est cette zone en bleu foncé que j'écris B moins A inter B, la zone en bleu clair. Et donc P de B moins A inter B, c'est P de B moins P de A inter B. Pourquoi? Quand j'écris B A inter B union B moins A, j'ai réunion disjointe d'événements. J'applique P, donc c'est P de B est donc égal à P de A inter B plus P de B moins A. Et donc P de B moins A, c'est quoi? C'est P de B moins P de A inter B. Voilà la deuxième égalité. Puis, comme par hypothèse, j'ai A et B indépendants, donc je peux remplacer P de A inter B par P de A fois P de B. Et ensuite, j'ai P de B en facteur, 1 moins P de A, et 1 moins P de A, c'est P de A bar, fois P de B. J'ai P de A bar inter B qui est égal à P de A bar fois P de B. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que A bar et B sont indépendants. Pareil, je peux faire ça pour les deux autres intersections, hein, A inter B bar et A bar inter B bar. Voici un premier exemple. Alors j'ai une carte, on se place dans un jeu, on tire une carte dans un jeu de 32 cartes. 32 cartes, c'est comme la belote. De quoi elle est composée? Elle est composée de couleurs, noir et rouge. 4 enseignes, pique, trèfle, cœur et carreau. Et pour chaque enseigne, j'ai 8 cartes et ça commence à partir du 7. Au total, j'ai 8 pour chaque enseigne, 8 x 4, 32. Le J, c'est le valet, dame, roi et as. Si on vous donne 52 cartes, il faut rajouter les 5 pièces manquantes dans chaque enseigne, et ça commence à partir de 2. Donc il manque le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Ça fait 5 pour chaque enseigne, 5 x 4, 20, plus 32, ça fait 52 cartes. Les cartes pour le jeu de poker, par exemple. Et je préfère les jeux de 32 cartes. En tout cas, il n'y a ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 là. Alors, on s'intéresse aux événements. La carte est une dame. Ah, la carte qu'on a tirée est une dame. On veut que la carte soit une dame. B, la carte est un trèfle. Le but de l'exercice, c'est d'étudier l'indépendance de ces événements. A priori, les événements paraissent, a priori, paraissent indépendants. La carte est une dame, et l'autre événement, la carte est un trèfle. Aucun rapport avec dame n'a aucun rapport avec trèfle, avec la couleur trèfle ou le trèfle. Vérifions-le. Donc P de A, c'est quoi? C'est la probabilité d'obtenir une dame. Une dame, j'ai combien de dames ici? J'ai 1, 2, 3, 4 dames. Total des cartes, j'ai 32. 4 sur 32, ça fait un huitième. P de B, la carte est un trèfle. Combien de cartes trèfle j'ai? 8. 8 sur 32, ça fait un quart. Bon, regardons ce qui se passe avec l'intersection. P de A inter B. A inter B, donc carte est une dame, inter, carte est un trèfle.
Donc, je veux la dame de trèfle. Voilà, donc on a tiré. La probabilité cherchée, c'est la probabilité de l'événement suivant. On a tiré la dame de trèfle. Dame de trèfle. Il n'y en a qu'une, une seule dame de trèfle. Donc, un choix possible sur 32. Donc, 1 sur 32. Et on vérifie bien l'égalité. 1 huitième fois 1 quart égale 1 sur 32. C'est bien égal à P de A inter P. Et donc, en effet, oui, en effet, A et B sont indépendants. En harmonie avec avec l'intuition. Alors, on va changer d'expérience. On va, imaginons qu'on tire cette carte après avoir tiré déjà ou écarté l'as de cœur, par exemple. Dans le cas où on utilise un jeu dont on a précédemment extrait l'as de cœur. Donc la composition, ici, le nombre total des cartes a changé ici, 31. Donc on tire l'as, on écarte l'as de cœur. Et on reste dans... on refait l'expérience, c'est-à-dire on va tirer une carte, on s'intéresse à ces deux événements, et on veut vérifier de nouveau s'il y a indépendance. Intuitivement, on aimerait bien dire que oui, il y a toujours indépendance, parce que l'as de cœur, celui qu'on a tiré, qu'on a écarté, n'est ni trèfle, ni dame. Il n'y a aucun rapport, ça va pas... il n'y aura pas d'influence sur la réalisation de A et ou de B. Vérifions cela. Donc P de A, c'est quoi? C'est la probabilité que la carte soit une dame. J'ai toujours 4 dames sur le total des cartes, cette fois 31. P de B, c'est quoi? Alors, avoir une carte trèfle, avoir un trèfle. Trèfle, j'ai 8. 8 sur 31. Et A inter B, inter B, inter B, donc dame de trèfle, toujours 1, 1 sur 31. Malheureusement, je n'ai pas P de A inter B égal à P de A fois P de B. Vous voyez, le produit donne... c'est pas bon. Et donc, les événements ne sont pas indépendants. Monsieur, Parce... Oui, 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 je t'écoute. علي ما قنعهمش نفسهم مش سوبوزي انديبوندون معناها حتى في الكا نحينا لاس دو كو. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Des fois, on a l'impression qu'il y a indépendance. En fait, il n'y a pas indépendance. Des fois, on est surpris. Parce que c'est la probabilité. On a changé d'univers, le fait d'écarter cette tasse de cœur. Donc, les probas vont changer quelque part. Tu as compris? Donc, cette égalité va plus, sera plus vérifiée. Tu m'as compris? نعرفش سي با لوجيك ولا. Non, c'est pas que... Non. Écoute, cette histoire d'indépendance, elle est liée à la probabilité. Si tu veux, le problème qu'on traite généralement, c'est très compliqué en fait. Et ici, l'indépendance, ce n'est pas un problème. Parce qu'on refait l'expérience dans des conditions normales. Les conditions normales, c'est-à-dire je prends ma carte telle qu'elle est, 32 cartes, et je travaille avec, j'ai une probabilité uniforme là-dessus, et je travaille avec. Ici, pour le deuxième cas, on a changé d'univers. Donc, parce qu'on a écarté l'as de cœur. Et donc, les mesures, les poids des événements ou des événements alimentaires ont changé. Donc, pour conserver cette indépendance, justement, c'est ce que font les probabilistes. Ils cherchent à définir une probabilité pour que cette intuition, cette indépendance ressentie doit être conservée. Tu m'as compris? C'est le problème inverse que font les probabilistes. Mais quand on est face à un exercice, et cet exercice, on nous dit que le problème est muni d'une probabilité qui est définie de manière naturelle, ici on travaille avec les probabilités uniformes, et qu'on nous demande de vérifier l'indépendance. Des fois elle est vérifiée, des fois pas. C'est le cas ici, et surtout pour le deuxième. Donc cette probabilité, c'est vrai que les résultats qu'on obtient ici sont contraires à ce qu'on ressent, à ce qu'on attend. Et c'est normal, c'est tout à fait normal, parce qu'on a changé la composition de la carte. Et donc, en quelque sorte, la proba aussi, elle a changé. Tu as compris? Donc, il faut trouver une autre probabilité avec 31 cartes pour conserver cette propriété.
Est-ce que tu m'as compris? D'accord, oui, merci. Je t'en prie. Voici un deuxième exemple. Et je crois le dernier, hein, on termine avec. Quelle heure c'est là? Ah, c'est bon. Donc, on place au hasard les couleurs rouge, noir et jaune côte à côte sur un drapeau. Je considère les deux événements. A, le rouge est à gauche du noir. Et B, le jaune, je veux que le jaune soit à gauche de N. D'accord. Donc, au total, le but, c'est quoi? Le but de cet exemple, c'est d'étudier, encore une fois, l'indépendance. Donc, au total, il y a factoriel 3 dispositions, 6 dispositions, oui. 3 couleurs à disposer dans 3 positions. Donc, j'ai factoriel 3, donc 6 dispositions au total. Je les ai listées. Voilà. Alors, les événements ou les dispositions favorables pour A, je veux que le rouge soit à gauche du noir. Rouge à gauche du noir. Donc, pour la première disposition, oui, c'est OK pour A. Rouge à gauche du noir. Aussi 2. Rouge à gauche du noir. OK. Rouge à gauche du noir, non. Non. Et c'est non. Donc, les 3 premières dispositions sont favorables pour A. Pour B, jaune à gauche du N, à gauche de N, jaune à gauche du noir, à gauche du noir, jaune à gauche du noir, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Non et non. Donc le 1, le 3 et le 4 sont favorables pour B. Donc j'ai 3 dispositions favorables pour A et 3 pareils pour B. Cardinal de oméga, je l'ai chez C6. Et donc, je peux calculer les probas correspondantes. Ah oui. L'événement A inter B, ça correspond à quoi? A inter B, donc rouge à gauche de N et jaune à gauche de N. Donc, j'ai les 3 premières pour A que j'intersecte avec 1, 3 et 4. Donc, j'ai la première disposition et la troisième, c'est-à-dire rouge, jaune, noir et jaune, rouge, noir. Donc, 2 sur 6, un tiers. Donc P de A, j'ai 3 sur 6 égale 1,5, pareil pour P de B. Et P de A inter B, c'est 2 sur 6, c'est un tiers. Et donc ici, P de A fois P de B vaut un quart. C'est bien différent de 1 tiers. Et là, on constate que A et B ne sont pas indépendants. Voilà. Quoi d'autre? Oui. Donc, essayons d'étendre cette notion d'indépendance au cas d'un nombre dénombrable d'événements, ou fini, un nombre fini d'événements. Alors, on dit que les événements A1 à N sont indépendants. Des fois, on rajoute mutuellement indépendants. C'est important de préciser. Lorsque pour toute famille d'indices, I1, I2, IK, les indices sont compris entre 1 et N, on a P de A indice I1, inter, 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 IN égale produit des probas. Ça veut dire quoi? Mutuellement indépendants. Ça veut dire, bon, je prends un cas simple, avec 3 événements, A, B et C. Alors, dire que A, B et C sont mutuellement indépendants tout court ou mutuellement indépendants, c'est la même chose. Ça veut dire que si je fais A inter B, pour 2 événements, c'est-à-dire A et B sont indépendants, A et C sont indépendants, B et C sont indépendants. Il n'y a pas que ça. Je peux considérer une famille de 3 événements, c'est-à-dire A, B et C sont aussi indépendants, c'est-à-dire que P de A inter B inter C, P de A inter B inter C, P de A inter B inter C égale P de A fois P de B fois P de C. Vous voyez, peu importe le nombre d'événements, 2, 3, 4, 5 ou 6, à chaque fois je choisis un nombre d'événements, l'indépendance est vérifiée, c'est-à-dire le produit de l'intersection de ces événements égale au produit des événements. Donc cette formule, on peut la généraliser sans peine, sans aucun problème, au cas d'une famille dénombrable, une famille infinie. Je vais juste avoir des produits infinis ici. Et puis, faites attention
à l'indépendance 2 à 2. Donc dire qu'ils sont mutuellement indépendants, c'est pas pareil que l'indépendance 2 à 2. Hein. C'est différent. Bon, il y a une qui entraîne l'autre. Si j'ai la mutuelle indépendance, alors j'ai cette indépendance 2 à 2, mais pas le contraire. Oui, bien sûr. Si j'ai la mutuelle indépendance, ils sont mutuellement indépendants. Alors pour toute famille, il y a 2 événements. La propriété est vérifiée. Donc l'indépendance, je l'ai. Et donc je dis qu'ils sont 2 à 2 indépendants. Mais pas le contraire. Ça veut dire que si j'ai 2 familles, si la famille que j'ai de n événements sont 2 à 2 indépendants, ça n'entraîne pas que la famille que j'ai est mutuellement indépendante, ou qui sont mutuellement indépendants. Pour comprendre ça, vous pouvez penser à l'exemple de, admettons, plaçons-nous dans R2 par exemple, et essayez de dessiner 2 vecteurs non collinéaires. Donc j'avais 2 non collinéaires. On peut dire que la famille des vecteurs U et V sont, la famille est non liée. Les vecteurs sont non collinéaires. Si je rajoute un 3e vecteur, mais je le dessine dans le même plan, hein, le même plan formé par U et V, mais qui reste quand même un non collinéaire, ni un U ni un V, donc un peu au milieu entre les deux, ou la résultante des 2 vecteurs. Donc le W, donc j'ai, si vous voulez, l'indépendant 2 à 2. Hein. 2 à 2, ça forme une famille libre, hein, si vous voulez. Donc j'ai l'indépendance 2 à 2, par analogie avec les probas, donc j'ai l'indépendance 2 à 2, mais je n'ai pas l'indépendance mutuelle. Je n'ai pas une famille libre, si vous voulez, parce que les 3, ils sont dans le même plan. Vous voyez, par contre, si le 3e vecteur W, je le prends par exemple produit vectoriel UV, je forme ainsi une famille libre. Donc les 3 vecteurs sont non liés ou indépendants. C'est un peu dans cet esprit-là. Hein. Donc il vous faut peut-être un exemple pour vous convaincre. Pour vous convaincre un peu plus. Imaginons qu'on lance 2 dés honnêtes et que l'on considère les 3 événements suivants. Le premier dé donne un chiffre pair, le second dé donne un chiffre pair, et la somme des résultats est paire. Alors, c'est quoi P de A? C'est quoi P de B? C'est quoi P de C? Alors, P de A, le premier dé donne un chiffre pair. J'ai 3 chiffres pairs, et parmi 6, un dé à 6 faces, dont j'ai 3 sur 6, ça fait un demi. Le second dé donne un chiffre pair, pareil, un demi. La somme des résultats est paire. Alors là, il me faut... vous pouvez faire une petite table, dessiner, tracer une petite table, à 2 entrées, une de 1 à 6 pour le premier dé, et deuxième entrée pour le deuxième dé. Et vous obtenez donc 36 cases, et essayez de repérer là où il y a les cases, là où il y a, c'est quoi? C'est la somme des résultats impairs. Voilà, là on a un nombre pair, donc repérez la case là où il y a 2, les 4, les 6, les 8, les 10 et les 12. Vous verrez, vous avez un total de 18 sur 36 nombres de cases, donc les sommes possibles. Ça fait 18 sur 36, donc un demi. D'accord. Et que, regardons, examinons les intersections 2 à 2, donc A inter B, donc le premier dé donne un chiffre pair, le second dé donne un chiffre pair. Donc A inter B, donc les 2 chiffres sont pairs. Donc j'ai 3, 2, 4, 6 pour le premier dé, fois 3, 2, 4, 6, ça fait 9 sur 36, ça fait un quart. Donc la probabilité c'est un quart. A inter C, c'est pareil que A inter C, hein, et c'est pareil que B inter C. Les 2 chiffres, ces 3 intersections coïncident avec l'événement, le même événement. Les 2 chiffres sont pairs. De probabilité, un quart. Alors, et donc, est-ce qu'on peut dire que les événements sont 2 à 2 indépendants? Oui. P de A inter B vaut un quart. C'est bien égal à P de A fois P de B. Pareil pour P de A inter C et P de B inter C. Et donc, je peux dire que les événements sont 2 à 2 indépendants.
Et puis, alors, il se passe quoi avec l'intersection des trois événements? Alors, remarquez que A inter B inter C, c'est tout simplement A inter B ou A inter C ou B inter C. Pourquoi? Parce que on peut relire les événements un par un. Le premier D donne un chiffre pair, deuxième donne un chiffre pair et la somme est paire. C'est pareil que A inter B, c'est pareil aussi que A inter C ou B inter C. Les deux chiffres sont pairs. Donc, la probabilité de A inter B inter C, c'est la même que la probabilité de A inter B, donc c'est un quart. Et si je fais le produit des trois probas, P de A fois P de B fois P de C, j'obtiens un huitième. Et donc, les événements ne sont pas mutuellement indépendants. Et pourtant, j'ai ce qu'on appelle la mutuelle indépendance. Non, plutôt l'indépendance 2 à 2. Mes événements sont 2 à 2 indépendants, mais ma famille, malheureusement, n'est pas mutuellement indépendante. Voilà. Et ce sera tout. Est-ce que vous avez des questions? Ou un point qui n'est pas clair? سي بلاي الكور هذايا باش تبعثوا لنا اللي تقري به. Oui, bien sûr. Bien sûr, tout à l'heure, ce soir peut-être. Je vais le remettre. Ouais. Sur. Oui, bien sûr, je vais le remettre. مش كنت حاطه توا في التيمز نسيت. Justement, il faut que j'enlève des choses de celui-ci. Les pauses, tout ça. Je vais le geler un peu. Je vais geler les pages, les diapos en fait. Voilà ce que je vais faire. Et je vous le laisse. Ça prendra pas de temps, d'ici 1 heure peut-être. Même pas, d'ici une demi-heure. Je prends une petite pause. J'enlève des choses. D'accord. Et je vous le laisse. Alors, des questions? Encore une chose ici pour l'indépendance, si on peut remplacer un des événements, un ou plusieurs événements par le contraire. Donc l'indépendance reste conservée. Hein. Si j'ai une famille d'événements mutuellement indépendants, on peut remplacer certains événements par leur contraire si la dernière propriété est lancée dans le polycope. Voilà. Je fais un petit résumé ou c'est bon? Je récapitule. Quand j'ai un oméga fini, une expérience avec un univers fini, on peut travailler avec on peut faire du dénombrement, travailler avec la formule des probas cardinales de A sur cardinal de oméga pour faire du dénombrement. Sinon, si c'est compliqué, chercher à appliquer une des formules comme la formule des probas composées, formule des probas totales, ou la définition elle-même des probas conditionnelles. Et pour mesurer l'indépendance, attention de toute façon à l'indépendance, qui est différent de l'incompatibilité, qui est une notion strictement liée à la probabilité. Ne vous laissez pas aller par votre intuition. Hein. On croit que c'est indépendant pour faciliter les calculs, donc faites très attention. Généralement, les intersections sont difficiles à calculer. Les probabilités des intersections sont difficiles à calculer. Voilà. Essayez d'utiliser le plus possible les probas conditionnels. Et voilà tout. Voilà, il faut faire des applications maintenant. Tout ce qu'il y a à retenir. Voilà. Monsieur Famakadé, putain, Normalement, oui, mais il me faudrait du temps pour taper tout ça. Disons la semaine prochaine, disons, on garde le même, si ça vous arrange. Est-ce qu'on peut garder le même créneau horaire, même jour, c'est-à-dire mercredi, toujours à 14h? Ça vous va? مسيو إذا كان باش نرجعوا بالبريزونسيال نوليو 14 عندنا ماتير أخرى. إذا كان باش نكملوا أون ليني نوليو. Ah, c'est vous qui voyez. Vous voulez qu'on reste sur... on travaille sur Teams seulement. Si vous avez compris, si ça vous arrange, on reste sur Teams. On travaille sur Teams.
C'est vrai que en présentiel serait mieux, enfin, surtout pour moi. Ouais, c'est beaucoup mieux en présentiel. C'est beaucoup plus facile. Oui. Bon, on va voir, monsieur, selon les décisions du ministère, si je suis en ligne ou en présentiel. Allez, on chauffe. En tout cas, concernant ce chapitre, j'y reviendrai plus. Donc peut-être dans les applications, oui. Je refais plus ce cours. Pour moi, c'est fait, le premier chapitre est réglé. Et donc il y aura une grosse partie là-dessus, ODS. Est-ce qu'on va passer le DS à À distance? la fin du mois, non, 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 je pense pas. Un QCM peut-être, question à choix multiple peut-être, mais pas. Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je verrai avec mes collègues et on verra. Moi, personnellement, je préfère pas. Hein. Je préfère laisser l'examen final, une épreuve, ça devrait suffire pour moi. Écoutez, le programme il est trop chargé. Et je pense pas pouvoir attaquer la deuxième partie, les stats inférentielles. C'est la partie que j'admire le plus. Et je ne sais pas comment je vais faire. Parce qu'après, je vais parler de variables aléatoires. Donc, on va rester dans le discret. Donc, il n'y a pas d'intégration. Variables aléatoires discrètes comme Bernoulli, quoi d'autre? Binomial, loi de Poisson et les approximations. Puis après, donc, je vais parler aussi d'espérance et de variance, d'écart type. Aussi, peut-être, je parlerai de couple de variables aléatoires. C'est trop long, c'est trop long. Et après, les variables aléatoires continuent, et après, les estimations ponctuelles, et après, les intervalles de confiance. C'est trop long. Et on a raté beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps. Donc, je verrai avec mes deux autres collègues, les deux autres intervenants en proba. On verra ce qu'on peut faire. Une, pour vous, vous verrez si on va reprendre les cours en présentiel. Ça d'une. De deux, s'il n'y a rien, on fera une séance de TD mercredi prochain ou un autre créneau, hein, jeudi ou vendredi. D'accord? On fait comme ça? Monsieur, si ça va continuer en ligne, on va c'est bon. Oui, moi, personnellement, ça m'arrange. D'accord. C'est bon, vous avez capté des choses ou rien? Allô, Nour Lodé, hein, que c'est ça, c'est elle qui parle? Je sais plus. Ou Nedia Fliha, c'est ça? Elle est où, Nedia Fliha? Elle est là? C'est elle Oui, la oui. responsable, je crois, la déléguée. Oui, tu as compris quelque chose au moins? Tu as compris quelque chose au moins? Oui, ça va, monsieur. En entier? Deux tiers? Bon, pas mal de quel détail, même si je me suis un agent en bas. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser là, sur la plateforme. Sinon, pour les diapos, je vais les laisser. Vous avez aimé l'illustration du cours? Sur diapo, c'est mieux qu'un simple PDF. Oui, c'est mieux qu'un simple PDF, pour être honnête. D'accord. On fera une séance de TD, donc disons ça. Une séance de TD mercredi prochain. D'accord? Et tu me tiens au courant, Nadia, c'est ça? Oui, Tu me tiens au courant si on reprend le cours en présentiel ou en ligne. d'accord. Ok. Bon, ben voilà, je vous laisse. Bonne fin de semaine. Et à la semaine Merci. prochaine. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.